Il y a des affaires qui vous hantent longtemps après les avoir découvertes. Des affaires qui forcent à se poser des questions inconfortables. Qu'est-ce que la justice, vraiment? Et que se passe-t-il quand l'État abandonne ceux qui en ont le plus besoin? Ce que vous allez entendre aujourd'hui s'est passé en Inde, dans la ville de Nagpur, dans l'État du Maharashtra. C'est l'histoire d'un homme qui a terrorisé un quartier entier pendant plus d'une décennie. Et c'est l'histoire des femmes qui ont décidé, un jour de mois d'août, de prendre les choses en main. Elles ne l'ont pas fait dans la rue. Elles l'ont fait dans une salle d'audience, en plein tribunal. C'est ce que nous allons tenter de comprendre, mais toujours sur la base des preuves. Pour comprendre ce qui s'est passé le 13 août 2004, il faut d'abord comprendre l'endroit. Kasturba Nagar, un bidonville à la périphérie de Nagpur, habité par environ 300 familles. La grande majorité appartient à la communauté Dalit, les intouchables dans la hiérarchie des castes indiennes. Les hommes travaillent sur les chantiers de construction. Les femmes font des ménages. Personne n'est riche. Personne ne l'a jamais été. C'est dans ce quartier que grandit Bharat Kalisharan Yadav. Tout le monde l'appelle Aku, un surnom de famille qui lui restera toute la vie. Il est né en 1971 ou 72, selon les sources. Sa famille n'est pas Dalit. Les Yadav sont une caste supérieure, traditionnellement liée à l'élevage et à la vente de lait. Dans ce quartier pauvre, cela leur confère un statut particulier. Enfant, on dit qu'Aku était studieux, appliqué. Il allait à l'école, rentrait à l'heure, puis son père est mort, d'une maladie, sans date précise dans les archives. Aku était en 7e année scolaire. La famille s'est retrouvée sans revenus. Il a abandonné l'école. Et il a commencé à traîner avec ses frères aînés, déjà impliqués dans de petits vols et des rackets. Ce qui suit est une escalade, lente d'abord, puis de plus en plus rapide. Des jeux d'argent, des dettes, des petits larcins, puis des extorsions, puis des violences, puis des choses bien pires. À partir de 1990, Aku Yadav commence à construire ce que certains journalistes appelleront plus tard son empire. Ce n'est pas un empire fait de richesse ou de prestige. C'est un empire fait de peur. Il rackette les commerçants. Il entre dans les épiceries, prend ce qu'il veut, repart sans payer. Quand on lui réclame de l'argent, il revient avec des hommes armés de bâtons. Un couple qui tient une petite épicerie, Pratibha et Datu Urkude, le subit pendant des années. Il arrive sans prévenir. Il menace. Il frappe si on résiste. Ils n'ont pas d'autre choix que de se taire. Aku est paranoïaque. Il n'autorise pas les hommes du quartier à se retrouver en groupe. Il empêche les enfants de jouer ensemble. Il est convaincu que les gens complotent contre lui. Et pour s'en assurer, il intimide tout le monde. Si vous parlez à la police, lui dit-on, il le saura. Et il reviendra. Ce n'est pas une menace en l'air. C'est la réalité. Les habitantes de Kasturba Nagar qui tentent de porter plainte le découvrent à leurs dépens. Les policiers reçoivent l'information et la transmettent directement à Aku. Ils les confrontent ensuite, chez elle, parfois la nuit. Aku a compris quelque chose que les autorités semblent ignorer. Tuer laisse des cadavres encombrants, des preuves, des enquêtes. Mais les agressions sexuelles, dans une société marquée par la honte et le silence, restent enfouies. Les victimes ne parlent pas. Les familles cachent. Aku utilise ce mécanisme comme outil de domination. Selon les estimations officielles, plus de 40 femmes et filles auraient été agressées. La plus jeune avait 10 ans. Il y a des témoignages qui sont difficiles à entendre. Une femme raconte comment Aku a frappé à sa porte à 4 heures du matin en se faisant passer pour un policier. Une fois à l'intérieur, il a poignardé son mari à la cuisse, l'a enfermé dans la salle de bain et a emmené la femme de force. Elle n'est revenue que 3 ou 4 heures plus tard. Une autre femme, Asha Bhagat, était commerçante et considérée comme une figure protectrice du quartier. Elle avait des connexions, une voix. Cela l'a rendue dangereuse aux yeux d'Aku. En 1999, il est entré chez elle. Ce qui s'est passé cette nuit-là a été vu par sa fille, Megha, qui avait 14 ans. Asha Bhagat n'a pas survécu. Un voisin, Avinash Tiwari, horrifié, a voulu porter plainte. Aku l'a appris. Avinash Tiwari est mort peu après, arrêté 14 fois en 13 ans. 26 charges retenues contre lui à un moment ou un autre. Et pourtant, il était toujours dehors. Libéré pour bonne conduite. Relâché grâce aux bachiches versés aux policiers. Des boissons offertes, de l'argent glissé discrètement. La justice avait un prix à Kasturba Nagar et Aku le payait. En janvier 2004,
Haku est officiellement banni d'entrer dans la ville de Nagpur. Une mesure administrative. Sur le papier, c'est quelque chose. Dans la réalité du quartier, ça ne change pas grand-chose. C'est quelques mois plus tard qu'une femme va tout changer. Son nom, Usha Narayan. Elle a 25 ans en 2004. Elle étudie l'hôtellerie et vit en internat pour se protéger. L'une des rares femmes du quartier à avoir suivi des études. Elle est rentrée chez elle pour les vacances quand elle a vu une voisine se faire agresser. Elle a décidé d'accompagner cette femme au commissariat pour porter plainte. La plainte n'a pas été enregistrée. Et comme trop souvent, Haku l'a su. Il s'est présenté chez Usha Narayan avec ses hommes. Il l'a menacée avec une bouteille d'acide. Elle a appelé la police. Personne n'est venu. Quand Haku et ses hommes ont tenté de forcer la porte, Usha Narayan a ouvert une bouteille de gaz. Elle a dit qu'elle ferait tout sauter si l'un d'eux entrait. Ils sont partis. Ce moment apparemment banal a été comme une étincelle. Les voisins l'ont vu. Ils en ont parlé. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un avait tenu tête à Haku. Et rien ne s'était passé. Il n'avait pas eu le dernier mot. Dès le 2 août 2004, des habitants de Kasturba Nagar commencent à s'organiser. Des rondes nocturnes, des tentatives collectives de dépôt de plaintes, des arrêts de travail pour maintenir la mobilisation. Le 6 août, la maison d'Haku est incendiée. Haku comprend que la situation a changé. Il se rend lui-même à la police le 7 août 2004, non pas pour se livrer, mais pour demander protection. Les policiers l'arrêtent. Il est dans un sens plus en sécurité en cellule que dehors. Une audience de mise en liberté provisoire est programmée au tribunal de district de Nagpur. Le bruit court dans le quartier qu'Haku va être libéré, que les choses vont reprendre comme avant. Ce matin-là, plus de 200 personnes convergent vers le tribunal depuis les premières heures. Des femmes, pour la plupart. Elles transportent ce qu'elles ont. Des couteaux de cuisine, du piment en poudre. Certaines ont laissé leurs enfants chez des voisines. D'autres ont emmené les leurs. À 14h30, un véhicule de police arrive avec Haku menotté à l'intérieur. En sortant du fourgon, il fait face à la foule. La police parvient à le faire entrer dans le bâtiment et ferme le portail principal. Cela ne suffit pas. Des entrées latérales sont forcées. La foule pénètre dans le couloir, puis dans la salle numéro 7. Les fonctionnaires reculent. Les policiers présents, dépassés, s'écartent. À l'intérieur, Haku aperçoit une femme qu'il reconnaît, une de ses victimes. Il lui sourit, il l'insulte. Il lui dit qu'il va recommencer. La femme le frappe avec sa sandale. Elle lui dit « Nous ne pouvons pas vivre sur cette terre en même temps, toi et moi. C'est l'un ou l'autre. » Ce qui se passe ensuite dure environ 15 minutes. Haku est frappé, poignardé, lapidé. Du piment en poudre est jeté dans son visage et dans celui des policiers qui tentent d'intervenir. Les femmes se passent les couteaux entre elles. Chacune frappe au moins une fois. Son sang couvre le sol et les murs de marbre de la salle d'audience. Bharat Kalisharan Yadav, dit Haku Yadav, meurt sur place. Il a 32 ans. En sortant du tribunal, les femmes retournent à Kasturba Nagar. Elles annoncent à leur mari et à leur père ce qu'elles viennent de faire. Le quartier célèbre. On met de la musique, on danse dans les rues, on achète à manger et on distribue des fruits aux voisins. 5 femmes sont arrêtées immédiatement. Parmi elles, une femme enceinte. Des manifestations éclatent devant le tribunal. Des centaines de personnes, femmes, hommes, enfants, refusent de partir tant que les arrestés ne sont pas libérés sous caution. Des femmes âgées se proposent spontanément pour remplacer les accusés en prison. Elles obtiennent finalement la libération des détenus. Usha Narayan est arrêté et inculpé pour meurtre. 21 personnes au total font face à la justice, dont son beau-frère. Le procès s'enlise. 80 témoins sont cités. 16 seront effectivement entendus. 3 accusés décèdent de causes naturelles pendant la procédure. Les témoignages de 2 policiers sont invalidés. Et l'autopsie révèle quelque chose d'inattendu. Haku Yadav avait 100 mg d'alcool dans le sang au moment de sa mort, en garde à vue. Ce détail soulève des questions sur les conditions de sa détention et sur la complicité de certains agents. En 2014, le tribunal de session prononce l'acquittement de tous les accusés, faute de preuves suffisantes. Personne n'a jamais été condamné pour la mort d'Haku Yadav. L'affaire a soulevé un débat national en Inde et il continue aujourd'hui. D'un côté, ceux qui voient dans ce lynchage une réponse légitime à l'échec de l'État. Un juge à la retraite, Bauvahan, l'a dit publiquement. Dans les circonstances qu'elles ont vécues, ces femmes n'avaient pas d'autre alternative que d'en finir avec Haku. Elles ont supplié la police de les protéger. La police a échoué. Si elles ont pris la loi en main, c'est parce que la loi et ceux qui étaient chargés de la faire respecter
ne leur avait apporté aucun secours. De l'autre côté, il y a la question de principe. Une société fondée sur l'état de droit ne peut pas valider la justice populaire, même lorsque la victime était un criminel documenté, même lorsque le système avait manifestement failli. Parce que si l'on accepte que la foule décide de la culpabilité et de la peine, on ouvre une porte que l'on ne peut plus refermer. Le CID de Maharashtra, de son côté, a affirmé que le lynchage avait en réalité été exécuté par 4 hommes armés et que les femmes qui avaient revendiqué la responsabilité le faisaient pour les protéger. Aucune femme n'a jamais confirmé cette version. La vérité peut-être est plus complexe que les deux récits. Un homme a terrorisé un quartier pendant 13 ans. Des dizaines de plaintes ont été ignorées, détournées, retournées contre les victimes elles-mêmes. Un policier a répondu à une femme qui signalait un viol. « Tu es une femme de mauvaise vie. C'est pour ça qu'il t'a fait ça. » Un autre poste de police a répondu à une dénonciation en commettant lui-même le crime. Dans ce contexte, la question de ce qui s'est passé dans la salle numéro 7 du tribunal de Nagpur n'a peut-être pas de réponse simple. En 2011, un documentaire intitulé « Candles in the Wind » retrace l'affaire. En 2021, un film de fiction, 200 Alaho, est sorti sur la plateforme Z5. Une série documentaire sur Netflix, Indian Predator, Murder in a Courtroom, donne la parole aux victimes. Le 4 décembre 2013, un neveu d'Aku Yadav, Mukri Chotelal Yadav, 30 ans, est poignardé à mort par 2 adolescents. Il avait harcelé la grand-mère de l'un d'eux et l'avait menacé avec un couteau. Comme son oncle avant lui, il avait un casier judiciaire. L'histoire parfois se répète dans les mêmes rues. Usha Narayan a été acquittée en 2012. On ignore ce qu'elle est devenue depuis. Ce que l'on sait, c'est que Kasturba Nagar est toujours là, que les Dalits qui y vivent sont toujours confrontés à des obstacles structurels pour accéder à la justice. Et que les questions posées par cette affaire sur la complicité policière, sur l'accès inégal au droit, sur la limite entre désespoir et violence, n'ont pas trouvé de réponse définitive. Certains crimes ne finissent jamais vraiment. Si vous avez écouté jusqu'ici, merci. Ces affaires méritent d'être racontées, pas pour glorifier la violence, mais pour ne pas oublier ceux que les systèmes laissent tomber. Si vous pensez que ce travail vaut la peine d'exister, abonnez-vous à la chaîne, ça aide vraiment et c'est gratuit. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. Est-ce que vous comprenez les femmes de Kasturba Nagar? Est-ce que vous les approuvez? Il n'y a pas de bonne réponse, mais le débat, lui, est nécessaire. À très bientôt.